Pour l'exercice 56, on nous dit déterminer un argument des nombres complexes suivants. Donc tout d'abord, on commence par nous rappeler que lorsqu'un point M a pour affixe Z, ce qu'on appelle argument de ce nombre complexe Z n'est rien d'autre que l'angle orienté entre les vecteurs U et OM. Ou bien évidemment, U, c'est le vecteur qui nous donne la direction et la graduation pour l'axe des abscisses et son orientation aussi. Et donc, à l'aide de ce schéma, on peut voir qu'il y a des angles déjà qui sont assez faciles à trouver. Imaginons par exemple que le point M, il était sur l'axe des abscisses, le vecteur U et le vecteur OM auraient eu la même direction et le même sens. Et donc, l'angle aurait été tout simplement de 0. Et lorsque M se trouve de ce côté des réels positifs sur l'axe des abscisses, alors Z est un réel positif. Et dans le cas où Z est un réel positif, on dit que l'argument de Z est égal à 0. Et par contre, il faut enlever 0 car si Z vaut 0, ça veut dire que le point M, il se trouve confondu avec l'origine. Et l'origine ne donne plus un vecteur OM ayant une seule direction et un seul sens, car on aurait le vecteur OO qui est le vecteur nul et qui est orienté dans toutes les directions. Donc, on a vu que si M se trouve ici, l'argument de Z serait 0. On a d'autres cas aussi évidents. Par exemple, si M se trouve de ce côté, l'angle formé entre U et OM, on voit clairement que c'est un angle plat. Et comme on travaille en radian, l'angle plat, on sait qu'il vaut pi. Et si M est ici, ça veut tout simplement dire que Z est un réel négatif. Donc ici, si Z est un réel strictement négatif, son argument vaut alors, et à chaque fois on sait que les angles sont égaux à 2pi près. Donc on aurait même pu mettre ici 2pi pour cette égalité d'angle. Un endroit encore où c'est facile de deviner quelle serait la valeur de l'argument de Z, c'est si Z se trouve ici, c'est-à-dire au niveau des imaginaires purs coefficients de I positif. Donc si Z appartient à ce côté de droite, on voit que l'angle formé entre U et OM est un angle droit. Et comme on prend l'orientation dans ce sens, pour les angles qui sont positifs et que nous sommes en radian, ça nous fait alors pi sur 2. Et pi sur 2, il faut bien savoir que ça correspond à l'angle droit. Comme pi correspond à l'angle plat de 180 degrés, sa moitié, 180 sur 2, correspond à 90 degrés. Et un autre endroit où c'est encore facile de trouver l'angle, c'est si le point M se trouve de ce côté. Mais là, cette fois-ci, on sait que l'angle est toujours un angle droit, mais on va dans le sens qui n'est pas positif. Si on va dans le sens qui n'est pas positif, on ne peut plus dire que c'est plus pi sur 2, on va plutôt dire moins pi sur 2. Donc si Z appartient à ce côté de droite, son argument c'est moins pi sur 2. Après, on a des cas de figure où si on passe tout au milieu, c'est la moitié de pi sur 2, à savoir pi sur 4, etc. Et même si on passe là aussi, tout au milieu ici, donc ici c'est la première bisectrice, là on a la deuxième bisectrice, ça nous ferait pi sur 2 plus pi sur 4. Maintenant, ce qui nous embête, nous, c'est pour ce qu'on pourrait appeler le cas général. Parce que tous les points qu'on a ne sont pas toujours soit sur l'axe des abscisses, soit sur l'axe des ordonnées, ou soit sur l'une des deux bisectrices. Donc, pour simplifier ici les écritures, on peut nommer θ argument de Z. Et donc, en repartant du cours, on sait que le nombre complexe Z a une forme algébrique x plus iy. Si on s'intéresse à son argument, on a dit qu'on va le prendre différent de 0, car 0 n'a pas d'argument. On sait que son module, c'est x carré plus y carré sous une racine carrée. La méthode ici va consister à factoriser par le module de Z. C'est-à-dire qu'on écrit module de Z, on ouvre une parenthèse et on divise la partie réelle, x, et la partie imaginaire y de Z par le module de Z. Et lorsqu'on fait cela, on est capable d'expliquer que ces quantités sont respectivement le cosinus de θ et le sinus de θ, où θ est un argument de Z. Donc je rappelle que le 2pi, le modulo de pi ici, ça veut juste dire que deux angles sont égaux modulo de pi. Et si on devait changer dans cette écriture, on obtient même une nouvelle forme qu'on appelle la forme trigonométrique, c'est-à-dire que Z est égal à module de Z, facteur de cosinus de θ plus I sinus de θ. Bien évidemment, cette forme est à connaître par cœur. Et donc là, on vient d'expliquer comment faire pour essayer de la retrouver. On part par exemple de la forme algébrique de Z, on calcule le module de Z, on factorise par le module de Z et on cherche θ tel que le cosinus de θ et le sinus de θ sont égaux à ces deux quotients. C'est tellement quelque chose d'important que dans certains cours, certains retiennent les formules de cosinus de θ et de sinus de θ. Donc soit vous calculez le module de Z et vous ne factorisez pas, mais vous écrivez directement qu'on cherche θ tel que son cosinus et son sinus sont donnés par ces deux quotients, ou soit vous factorisez par le module de Z et vous aurez des valeurs et vous dites vous cherchez le cosinus de θ et le sinus de θ qui sont égaux à ces deux valeurs pour ensuite en déduire la forme trigonométrique de notre nombre complexe.
Donc sans plus tarder, nous on va essayer d'appliquer ça ici dans notre exercice. On commence par Z1 égale à 19. On veut trouver son argument. Ici, on voit qu'on est dans un cas simple où 19 n'est rien d'autre qu'un nombre réel qui est strictement positif. Donc on sait que son argument vaut 0. Donc une fois qu'on l'a justifié, si on ne s'en saute pas, on aurait pu faire un petit schéma. Donc on ne va pas forcément faire une gradation qu'on va respecter. On va supposer que le vecteur U est quelque part par là et que le point M1 d'affixe Z1 se trouve quelque part par là. Donc c'est-à-dire que le 19 est quelque part par là. Et on voit bien que l'angle formé par les vecteurs U et OM1 est bien un angle nul. C'est-à-dire qu'il vaut 0. Et comme les angles sont égaux, à 2 pi près, on rajoute modulo de pi. Pour la question B, on est aussi dans un cas très simple car ici on a un imaginaire pur. Pour les imaginaires purs, l'argument est assez simple à trouver. Ici, le coefficient de I, il est strictement positif. Donc, on est à ce niveau, Z appartient à I, R plus étoile. Et donc, on sait que dans ce cas, l'argument c'est pi sur 2. Donc, on a cette justification pour dire que comme c'est un imaginaire pur, tel que le coefficient de I est strictement positif, alors son argument c'est pi sur 2 et les angles sont égaux à 2 pi près. Donc, on rajoute le modulo de pi. Mais si vous l'aviez oublié, pareil, vous pouvez toujours faire un petit schéma pour vous en souvenir. Donc, il est fortement recommandé de faire un schéma pour retrouver le résultat. Donc, pareil, je fais le schéma sans respecter la graduation, étant donné que c'est un schéma à main levée, que vous pouvez même faire de préférence au brouillon si vous voulez, mais mettez-le sur votre copie, comme ça le prof aussi peut voir si votre schéma est suffisamment cohérent ou pas. Donc, on sait que le 7 tiers, on peut le mettre quelque part là, et donc, quand on regarde l'angle formé par les deux, c'est bien l'angle droit pi sur 2. Donc, l'angle orienté UOM2, c'est pi sur 2, et on n'oublie surtout pas le modulo de pi. Maintenant, pour Z3, qui vaut moins 1 plus I, on n'est pas dans l'un des cas de figure que nous avons précisé ici en rouge, parce que ça, c'est ce qui est à bien connaître, car c'est dans le cours. Mais on peut quand même se dire qu'avec du moins 1 et du 1, I, il y a moyen de faire quelque chose. Pour cela, on va essayer de faire un petit schéma. Donc, on commence par faire un repère. Cette fois-ci, on a respecté la graduation, parce que moins 1 et 1, c'est assez facile à placer. Et comme on a moins 1 plus 1, on voit que le point M3, il a pour donner moins 1, 1. Et le point de coordonnée moins 1, 1, on le place ici. Et donc, le vecteur OM, c'est celui-ci. Et nous, on sait qu'on cherche l'angle orienté UOM3. Quand on observe bien ce vecteur, on voit qu'il divise l'angle droit ici en deux angles égaux. C'est du pi sur 4 et du pi sur 4. Donc, comme ici, on voit clairement que c'est du pi sur 4 et que ici, on sait que c'est du pi sur 2, on peut alors dire que notre angle orienté, c'est pi sur 2 plus pi sur 4, sans bien évidemment oublier le modulo de pi. Et ensuite, on sait qu'on doit faire fois 2 pour avoir 2 pi sur 4 plus pi sur 4. Cela nous donne 3 pi sur 4. Mais on n'oublie pas que cet angle, c'est argument de Z3. On a donc trouvé que argument de Z3, c'est 3 pi sur 4, modulo de pi. Sinon, il existe une autre méthode pour retrouver ce résultat. Autre méthode qui risque d'être probablement imposée le jour du contrôle. D'autant plus que c'est cette méthode qui va marcher le plus souvent parce que, comme on a dit, on n'aura pas toujours des points qui sont bien placés, soit sur l'axe des réels ou l'axe des imaginaires purs, ou soit sur l'une des deux bisectrices. Et donc, comment il faut faire? Il faut justement maîtriser la méthode que nous allons voir ici pour retrouver ce même angle. Pour cela, on a dit, on commence d'abord par calculer le module à l'aide de la forme algébrique. Donc, on sait que le module, c'est la partie réelle, moins 1 au carré, plus la partie imaginaire qui n'est pas écrite ici, parce qu'elle vaut 1, donc plus la partie imaginaire au carré, le tout sous une racine carrée. Ce qui nous fait alors moins 1 au carré 1, 1 au carré 1, sous une racine carrée, et on obtient par conséquent que le module de Z3, c'est racine de 2. Et une fois qu'on est là, on a dit, on factorise ensuite par le module. Pour cela, on écrit le module, on ouvre des parenthèses, et ensuite on divise les parties réelles et les parties imaginaires par le module. Et comme on vous a appris à ne jamais laisser la racine de 2 au dénominateur, justement parce que ça va nous permettre rapidement de reconnaître des angles, il faut donc savoir que quand on a 1 sur racine de 2, en multipliant le numérateur et le dénominateur par racine de 2, ça nous fait 1 racine de 2 sur racine de 2, et 1 racine de 2 c'est racine de 2, et racine de 2 au carré, ça fait 2. On obtient alors cette nouvelle écriture de Z3. Et ici, on a dit, cela correspond au sinus d'un angle θ, et ça à sinus de ce même angle θ. Nous, on cherche θ, tel que le cosinus de θ, c'est moins racine de 2 sur 2, et son sinus, c'est racine de 2 sur 2. Bien évidemment, il ne faut pas oublier que θ, c'est l'argument de Z3. Et là, maintenant, pour trouver ce θ, on fait intervenir notre cercle trigonométrique. On trace le cercle trigonométrique à main levée, de préférence qu'en moins. On met les axes, celui des cosinus et celui des sinus. Et nous, on cherche un point du cercle trigonométrique tel que la distance à l'origine
l'origine est la même pour l'abscisse et l'ordonnée. Ou bien aussi on peut se dire que comme c'est du racine de 2 sur 2, on sait que c'est clairement lié au fait de passer tout au milieu ici, c'est-à-dire à pi sur 4, qui a pour coordonnées racine de 2 sur 2 en abscisse et en ordonnée. Nous, le cosinus, on sait que c'est l'abscisse, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc il s'agit d'un point dont l'abscisse se trouve par ici. Et son ordonnée, c'est racine de 2 sur 2. On l'a ici, racine de 2 sur 2 en ordonnée. Donc il nous suffit juste de prolonger ici pour comprendre que l'abscisse de ce point, c'est le moins racine de 2 sur 2. Et comme ce point se trouve bien à mi-chemin sur cet arc, il est très connu quand on sait faire un cercle trigonométrique, étant donné que le 0 sur le cercle trigonométrique, on le met là. Ceci, c'est du pi sur 4. Et donc, en refaisant la même chose une deuxième fois, le total nous fait du 2pi sur 4, qui au passage se simplifie en pi sur 2. Et en le refaisant une troisième fois, le total nous fait alors du 3pi sur 4. Donc, on comprend que c'est l'angle 3pi sur 4 qui a son abscisse cosinus égale à moins racine de 2 sur 2 et son ordonnée sinus égale à racine de 2 sur 2. Donc, on conclut que θ est égal à 3pi sur 4 modulo 2pi à l'aide du cercle trigonométrique. Mais on n'oublie pas que c'est l'argument de Z3 qui vaut θ qu'on nous a demandé. D'où, argument de Z3, c'est donc ce 3pi sur 4 à 2pi près. Ici, effectivement, avec le schéma, c'était beaucoup plus simple à trouver. Donc, il est effectivement tentant de vouloir utiliser le schéma, sauf que la plupart des correcteurs vont vous imposer cette méthode. Donc, il faut vraiment faire l'effort de maîtriser cette méthode, surtout parce que pour la prochaine question, on n'aura pas d'autre choix que d'utiliser cette méthode. On ne pourra pas bricoler un petit schéma comme celui de la C. Donc, pour la question D, il faut trouver l'argument de Z4 égale à racine de 3 plus I. Donc, on le rappelle ici, Z4 égale à racine de 3 plus I. On a dit la méthode consiste à calculer le module de Z4. Donc, on prend la partie réelle, racine de 3 au carré, plus la partie imaginaire 1 qui n'est pas écrit au carré, le tout sous une racine carrée. Racine de 3 au carré, c'est 3 au carré, c'est 1 avec la racine carrée. Ça nous fait racine de 4 et racine de 4, c'est 2. Le module de Z4, c'est 2. Et ensuite, on a dit, il faut factoriser dans Z4 par le module. Donc, pour cela, on écrit le module 2, on ouvre des parenthèses et on divise par ce module 2. Et ensuite, ici, on a dit, ce sont les cosinus et les sinus de l'argument de Z4. Donc, on peut dire, posons θ' égale à argument de Z4, ou même on peut garder le même nom, θ, car les questions sont indépendantes, ou même on aurait pu l'appeler θ4 pour faire le lien avec Z4. Donc, nous, on va juste l'appeler θ. On cherche l'argument θ ici, et on a dit qu'on sait que dans la parenthèse, après avoir autorisé par le module, la nouvelle forme algébrique obtenue a pour partie réelle cosinus de θ et pour partie imaginaire sinus de θ. Donc, on doit trouver dans le cercle trigonométrique l'angle θ correspondant à ces valeurs. Donc, on trace rapidement un cercle à main levée, comme moi ici. On met l'axe des cosinus et l'axe des sinus. Et ensuite, nous, on doit chercher quelles sont les possibilités pour un sinus qui vaut 1/2 sur ce cercle. Sinus étant sur cet axe, sinus qui vaut 1/2, c'est à peu près par là. Ça correspond à 2 points du cercle trigonométrique. Et par expérience, on sait que ici, ça correspond à tout ça, qui correspond à pi, parce que le cercle trigonométrique étant un cercle de rayon 1, son périmètre, obtenu à l'aide de la formule 2pi r au 1, c'est 2pi. La moitié, c'est pi. Et là, on voit que cette moitié, quand on se met ici, on voit que cette moitié, elle est divisée par 6. Si vous avez du mal, vous pouvez vous aider de ce point qui est placé à peu près en 1/2 ici, qui vous montre que ceci, c'est le tiers de tout ça. Vous voyez bien que si vous prenez ce morceau une fois, 2 fois, 3 fois, on voit bien que c'est le tiers de pi. Pi, bien évidemment, qui est ici. Et donc, ceci, quand le schéma est suffisamment correct, on voit que ça correspond à la moitié de tout ça. Donc, la moitié de pi sur 3, c'est pi sur 6. Donc, ici, on a le pi sur 6. Et en comptant de pi sur 6 en pi sur 6, pi sur 6, 2 pi sur 6, qui au passage se simplifie en pi sur 3, puis 3 pi sur 6, qui au passage se simplifie en pi sur 2, puis 4 pi sur 6, qui au passage se simplifie en 2 pi sur 3, puis ici 5 pi sur 6, et même là 6 pi sur 6 qui se simplifie en pi. Nous, on a dit que les deux qui nous intéressent, c'est ceux qui ont un sinus qui vaut 1/2, donc à savoir pi sur 6 et 5 pi sur 6. Et donc, parmi les deux, il nous faut faire un choix. Pour faire ce choix, c'est là où intervient le cosinus. Le pi sur 6 a un cosinus qui est positif, car il est sur 0. Et le 5 pi sur 6 a un cosinus qui est négatif, car il est sur moins 1, 0. Et nous, ici, notre cosinus est justement positif. Donc, notre angle θ, c'est le pi sur 6, quand on est bien évidemment sur cet intervalle. Être sur cet intervalle, c'est justement ça qui est précisé par le modulo de pi. Est égal à pi sur 6, modulo de pi, à l'aide du cercle trigonométrique. Et comme nous, c'est l'argument qu'on nous a demandé, on sait que notre θ n'est rien d'autre que l'argument de Z4, d'où l'argument de Z4, c'est le pi sur 6 à 2 pi près. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.